BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Notre invité, c'est l'ancien ministre du Commerce extérieur, Matthias Fekl. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine et vous êtes en Nouvelle-Aquitaine et la ligne est mauvaise. Comme quoi, lorsqu'on parle du plan fibre, de la qualité de la fibre en France ou de la 3G, de la 4G et que la question de la 5G expose, c'est pas si évident que ça, hein, Matthias Fekl. Oui, il y en a besoin, même si tout à l'heure, pendant le test, ça fonctionnait. Donc je le regrette et je présente mes excuses. Il y a évidemment besoin d'équipements extrêmement importants en France et partout en Europe. Je crois que c'est aussi un des enjeux des échéances européennes et en particulier de la présidence allemande qui commence le 1er juillet, que de faire de l'Union européenne un des leviers de la puissance publique pour équiper, relancer et intervenir massivement dans une économie frappée comme rarement au cours des dernières décennies. Oui. Et justement, c'est pour ça que je voulais absolument vous avoir et je vous remercie. C'est que vous êtes franco-allemand, on va le rappeler. Donc l'Allemagne, c'est presque votre deuxième pays. Lorsque vous voyez, donc 1er juillet, la présidence allemande pour l'Union européenne, Emmanuel Macron qui va rencontrer Angela Merkel, on sait qu'il y a eu ce grand plan de relance qui est en train d'être porté par le couple franco-allemand. Est-ce qu'il se passe quelque chose de nouveau entre la France et l'Allemagne? Oui, je crois. Après des années d'atermoiement et de rendez-vous manqués, en réalité, de décalage dans les cycles économiques, mais aussi de décalage dans les prises de décision, la crise inédite du Covid et l'arrêt mondial auquel cela a conduit, je pense, force maintenant chacun à être à la hauteur de ses responsabilités. C'est vrai pour les États, c'est vrai pour la Commission européenne et c'est vrai pour les actions communes. Donc je pense que là, il y a ce qu'on appellerait un game changer en bon français qui est intervenu au détour de cette pandémie, crise inédite et le besoin pour l'Union européenne, pour le couple franco-allemand, de proposer des réponses qui soient à la hauteur de cette situation. Est-ce qu'ils ont enfin compris, je dirais, les Français et les Allemands, enfin ce couple, qu'il faut forcer un peu le destin européen, sinon il n'y aura plus de destin européen? Oui, l'Europe s'est souvent révélée dans les crises. Et ensuite, on réécrit le passé et on pense que tout était harmonieux. Il y a souvent eu des crises pour faire avancer cela, y compris au temps du général de Gaulle. Et là, on est dans cette situation. Ce qui est vrai, c'est que je pense que côté allemand, les décideurs publics et privés ont compris que bien sûr, c'était bien d'aller en Chine, d'exporter et d'être partout dans le monde, mais qu'il y avait besoin d'une stabilité européenne, d'une confiance européenne, et qu'avec la montée de l'extrême droite partout en Europe, qu'avec la montée de la crise économique, l'essentiel pouvait être remis en cause, et ce, à assez brève échéance. Et là-dessus, je pense maintenant qu'il y a un vrai changement à Berlin, et un retour aux sources un peu sur ce besoin de stabilité des grands partenaires européens de l'Allemagne. Ce qu'on peut dire peut-être aussi, c'est qu'Angela Merkel, c'est sûr que c'est vraiment une des dirigeantes qui est sortie très victorieuse de cette période du confinement du Covid, de la crise, qu'elle a bien suggéré au niveau allemand, et que du coup ça l'a remise en selle politiquement. Depuis plusieurs mois, on parle de l'affaiblissement évidemment d'Angela Merkel. Là, c'est plus le cas, donc ça l'a remise en selle. Absolument, il y a eu beaucoup d'anticipation d'abord. Oui. Ensuite, il y a eu une gestion extrêmement calme, mais aussi extrêmement déterminée. Et puis un système institutionnel qui n'est pas le même, qui fait que beaucoup de décisions sont prises au plus près du terrain et que le niveau national ne s'occupe que de l'essentiel. Je pense que tout cela a contribué à créer de la confiance et aujourd'hui à lui donner un taux de popularité assez inédit après 15 ans de pouvoir. Oui. Avant de parler du plan de relance franco-allemand et puis de votre plan de relance qu'a mis sur la table le Parti socialiste, est-ce que le fait d'avoir une décentralisation, d'avoir des Länder aussi puissants en Allemagne, vous qui connaissez bien les deux systèmes, encore une fois je rappelle que vous êtes franco-allemand, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait appliquer en France? On parle beaucoup de décentralisation. Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là? Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts et quels sont les avantages, les inconvénients des Länder à l'allemande? Je ne pense pas qu'on puisse transposer les choses, oui. Et en particulier parce que c'est même pas de la décentralisation, c'est un État fédéral. Et donc les compétences viennent d'abord des Länder,
et l'Allemagne est devenue un État-nation très tardivement, au 19e siècle. Oui. Donc il n'y a pas du tout la même histoire, il n'y a pas 1000 ans d'histoire de royauté, Jacobine, de révolution, de jacobinisme, de centralisme. Donc on ne peut pas transposer ça. Ce qui est certain, c'est que en prenant des décisions au bon niveau, on crée beaucoup d'efficacité. Par exemple, moi j'étais très frappé que ce soit au niveau central que doivent se décider la réouverture ou non des parcs dans les villes au moment du confinement. Je veux dire, ça n'a aucun sens, ça n'a pas de sens pour les citoyens, ça n'a pas non plus de sens pour des décideurs qui ont autre chose à penser, et les maires sont parfaitement à même de prendre ces décisions-là. Donc je pense que de ce point de vue-là, dans la répartition des compétences, on a certainement beaucoup à apprendre, mais pas à transposer tel quel. L'histoire existe, les différents génies nationaux existent aussi, les cultures politiques existent, et donc rien n'est pire que de prendre un élément comme ça et de le plaquer d'un pays à l'autre. Est-ce que vous diriez que le 18 mai 2020 restera dans l'histoire européenne? C'est là où a été donc lancé ce plan de relance de 750 milliards d'euros, donc décidé, poussé par le couple franco-allemand, avec les frugaux comme on les appelle, mais on comprend bien leur logique, qui reste assez résistant. On verra si en juillet, début juillet, on va signer. Est-ce que le 18 mai est très important pour vous? Oui, à condition que, c'est la deuxième partie de votre question, à condition que le couple franco-allemand réussisse à convaincre. Le couple franco-allemand est indispensable à la construction européenne, et quand la France et l'Allemagne sont d'accord sur les grandes orientations stratégiques, les choses avancent, mais à condition que ce soit pas fait en imposant tout. Il faut qu'il y ait de la discussion. Les pays ont des intérêts à faire valoir et des points de vue à faire valoir, mais sur le fond, évidemment, il faut que les choses avancent. Donc oui, c'est une date très importante, et c'est à la fois une bonne nouvelle franco-allemande, une bonne nouvelle européenne, et un succès pour la diplomatie française qui plaidait pour cela depuis de longues années. Maintenant commencent les discussions, et donc il faut que chacun s'y retrouve, mais aussi que chacun comprenne que l'effet de levier que ce plan de relance peut permettre est massif, qu'il sera bénéfique à tout le monde, et surtout que personne en Europe ne peut s'en tirer seul, et y compris les frugaux, comme on dit. Honnêtement, je ne pense pas que les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark tiennent longtemps seuls face aux grands pays d'Amérique latine, face à la Chine, face aussi à la concurrence américaine. Donc, bien sûr, ce sont de petites économies très ouvertes, très spécialisées, qui peuvent penser tirer leur épingle du jeu autrement. Mais enfin, à terme, je pense quand même que les intérêts et les valeurs européennes doivent être plus fortes. Je recevais le monsieur économie du Rassemblement national, Jean Messia, donc évidemment assez anti-européen, par rapport à ce plan de relance, et qui disait mais finalement ça va coûter plus cher à la France que ce qu'elle va recevoir in fine avec ce plan européen. Est-ce qu'il n'avait pas raison quelque part? Je ne pense pas du tout, parce que la France... avec la clé de répartition. Non, parce que la France, sans une Europe stable, sans des voisins dont les économies fonctionnent, paiera le prix de manière rapide, que ce soit en termes de tourisme. Je rappelle que la France est la première destination touristique au monde, que ce soit en termes d'exportation, et que ce soit en termes de stabilité politique. Donc un plan de relance, c'est un ensemble. C'est pas un plan comptable qu'on regarde comme ça à 3 mois ou 6 mois. C'est quelque chose qui se regarde sur plusieurs années, et là-dessus, évidemment, tout le monde, et la France en premier, a intérêt à ce que les choses fonctionnent bien. La France bénéficie de l'intégration européenne, elle bénéficie de l'euro, et dans des moments de crise, y compris aujourd'hui, où la crise française sera sans doute plus grave que dans d'autres pays, s'il n'y avait pas cet arrimage fort à un ensemble européen, s'il n'y avait pas la stabilité offerte par l'euro, vous voyez à peu près tout ce qui pourrait se produire en termes de spéculation et d'attaque contre notre pays. Plaidoyer pro-européen de Matthias Fekl. Un mot quand même sur la France. Avec le Parti socialiste, vous avez présenté un plan de rebond social et écologique de 130 milliards d'euros. Vous êtes, je crois, membre du COMEX de la CEPME. Vous êtes multicarte maintenant, Matthias Fekl. Vous êtes même avocat. Oui, je ne suis plus dans les instances du Parti socialiste. Oui, mais en même temps, vous pouvez avoir un jugement. Ma question était, est-ce que vous trouvez que le jugement du gouvernement, l'action du gouvernement a été plutôt dans le bon sens vis-à-vis des PME, et notamment vis-à-vis des territoires d'où vous nous parlez? Moi, je pense que la réponse à la crise, au moment où la pandémie s'est déclenchée, a été forte, que ce soit sur le chômage partiel, que ce soit sur la mise en place des prêts,
que ce soit sur la stabilité qui a été donnée. Là-dessus, il y a une réponse très forte. Et l'enjeu maintenant, mais je pense que là-dessus, tout le monde se retrouve en réalité, c'est comment on sort de cela. Il y a une période de crise absolue. La réponse a été globalement à la hauteur, me semble-t-il. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour que les dispositifs soient pérennisés quand il y en a besoin, soit puissent être adaptés pour que tout ce qui a été sauvé pendant la crise, l'emploi, les entreprises, ne périclitent pas maintenant avec un petit décalage. C'est ça l'enjeu, me semble-t-il, et je pense que toutes les forces républicaines travaillent là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc Mathias Fekl.